Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo matos. Alors, vous vous êtes certainement déjà posé la question de savoir ce que voulaient dire tous les petits sigles que l'on trouve dans les noms des optiques. Eh bien, je vous rassure, moi aussi. Au moment de choisir son nouveau joujou, on n'est pas toujours sûr de faire le bon choix parce qu'on est souvent un petit peu perdu. Ainsi, quelle est la différence entre le Nikkor 50 mm 1.8D et le 50 mm 1.8G? Beaucoup de questions pour lesquelles on reste parfois sans réponse quand on est débutant, et même des fois quand on maîtrise un petit peu ou qu'on fait de la photo depuis longtemps. C'est parfois tellement lourd et tellement incompréhensible qu'on a l'impression qu'on nous parle en chinois mandarin du XIIIe siècle. Exemple, le fameux Sigma, DG Apo EX OS HSM 70-200 f2.8, monture Canon par exemple. Je crois que tout est dit. Rassurez-vous, ici, on va parler autant de Nikon que de Canon, et on verra succinctement aussi les abréviations Tamron et Sigma. Nous allons nous consacrer dans cette vidéo aux sigles les plus courants et surtout les plus récents. On va dire ceux qui concernent les optiques modernes que vous pourrez trouver en magasin ou même d'occasion. En revanche, on ne va pas parler des optiques qui ont plus de 20 ans. Sinon, on pourrait y passer des heures, et pour ça, il faudrait faire même de l'histoire quasiment. Je vous donne un exemple. Rien que chez Nikon, entre les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, les abréviations relatives aux moyens de communication entre le boîtier et les optiques ont beaucoup évolué avec l'arrivée à chaque fois de nouvelles technologies. Ainsi, on retrouvera les optiques AI, AIS, AF, AIP, AFN, AFD, AFI, AFS, AFG et pour les plus récentes, AFP. Voilà. Je vais donc me consacrer ici aux plus récentes. Chez Nikon, on parlera donc de ce que l'on retrouve le plus souvent de nos jours, à savoir les optiques qui commencent par AF, AFS ou AFP pour les plus récentes. Les optiques AF, pour autofocus, sont des optiques dont la technologie date de la fin des années 80. Mais on les retrouve encore aujourd'hui sur des optiques qui sont neuves, qui sortent d'usine. La mise au point est mécanique, mais elle n'est pas motorisée dans l'optique. C'est le moteur du boîtier qui permet de faire avancer ou reculer les lentilles de l'objectif. Attention donc lorsque vous achetez ce genre de caillou à vérifier que votre boîtier dispose bien d'un moteur. Certains boîtiers de la gamme des D3000 et D5000 ne sont pas compatibles par exemple chez Nikon. Quand je parle de la gamme des D3000, vous avez bien compris que c'est aussi tous les boîtiers qui en découlent. D3100, D3200, 300, etc. Les AFS, avec le S voulant dire Silent Wave Motor, il me semble, que l'on retrouve donc parfois sous le sigle de SWM, forcément, Silent Wave Motor. Ces optiques s'adaptent sur n'importe quel boîtier puisqu'elles sont motorisées. C'est le gros de la troupe, la mise au point est très rapide et plutôt silencieuse. Même si ce n'est pas tout à fait les mêmes technologies, on peut faire l'analogie avec l'abréviation USM chez Canon pour Ultrasonic Motorisation. Et chez Sigma, ce sera l'abréviation HSM, que l'on a vu tout à l'heure, et chez TAM, ce sera la désignation USD. On retrouve plus récemment les optiques AFP, toujours chez Nikon, qui sont plus performantes en vidéo avec une méthode de mise au point différente. Dites step by step, pas à pas en français, elles sont très adaptées en vidéo en raison de leur rapidité et de leur silence. C'est l'équivalent du STM chez Canon, on y reviendra plus tard. Autre différenciation chez Nikon, les optiques D, G et E. Ça se passe d'ailleurs principalement au niveau du diaphragme. Je m'explique. Les optiques D sont dotées d'une puce permettant de mesurer la distance qu'il y a entre l'appareil photo et le sujet. Cela sert pour la mesure d'exposition et aussi pour le calcul de la quantité de lumière que le flash doit délivrer. Ces optiques peuvent être utilisées sur des boîtiers récents, à condition de bloquer la bague de diaph sur la valeur maximum. Et oui, car les optiques D, c'est ces fameuses optiques avec un look très argentique, car même si elles sont encore fabriquées pour certaines d'entre elles aujourd'hui, elles datent essentiellement de cette époque, et présentent donc une bague de diaphragme, en général à l'arrière de la bête. Pour ma part, j'utilisais il y a encore pas si longtemps le Nikkor AF ED 8208D, à pompe, la version à pompe, il y a une version avec deux bagues, avec une bague de diaphragme à l'arrière, et que j'ai bien sûr fait l'erreur de céder pour pas grand chose. Non! C'était une super optique, une vraiment très très belle machine, avec une qualité d'image extraordinaire, en tout cas pour le prix que ça vaut. Les optiques G sont plus récentes et ne possèdent donc pas de bague de diaph. On ne peut les contrôler que par le boîtier.
Et enfin les optiques E, qui sont très récentes puisque c'est une technologie qui date de 2013. Alors c'est une info à vérifier, je ne suis pas sûr de moi. En tout cas, c'est très récent. Cette technologie permet un meilleur contrôle de l'ouverture qui, d'après le site de Nikon, apporte une précision aux lamelles du diaphragme circulaire et qui permet par ailleurs d'améliorer la stabilité du contrôle de l'exposition automatique lors des prises de vue en rafale, grâce à un mécanisme électromagnétique. On n'arrête pas le progrès. On retrouve également deux grandes catégories d'optiques, les optiques dites DX et les optiques dites FX. Tout ça c'est chez Nikon bien sûr. DX pour les optiques qui sont conçues pour les capteurs APS-C et les optiques dites FX, mais qui en réalité ne portent en général pas l'inscription. Rappelez-vous, le capteur plein format est plus grand que le capteur APS-C. On le voit ici. Les anciennes optiques étaient donc d'une dimension suffisante pour couvrir une pellicule 24 par 36 mm. C'est pourquoi elles s'adaptent très bien sur les boîtiers numériques, qu'ils soient FX ou APS-C. Attention, ce que je dis est valable pour Nikon, qui depuis très longtemps a privilégié la compatibilité, c'est-à-dire depuis l'invention de la monture F à la fin des années 1950. Chez Canon, malheureusement, la monture EF, que l'on verra par la suite, et qui est encore en vigueur aujourd'hui, n'est pas si vieille que ça, puisqu'elle a fait son apparition à la toute fin des années 1980, avec la révolution notamment des appareils EOS, que l'on connaît encore aujourd'hui sous le nom de EOS Digital, mais qui, comme vous devez bien vous en douter, à l'époque, était encore en argentique. Donc attention, si vous êtes canoniste et que vous êtes, comme beaucoup de photographes sages, à la recherche de vieilleries, eh bien vous pourrez peut-être avoir de mauvaises surprises. Donc attention aux années de fabrication et aux montures. Les capteurs APS-C étant plus petits, les constructeurs ont eu une idée vraiment géniale, qui est de créer des optiques moins larges. Ben oui, qui dit moins de verre dit beaucoup moins cher et surtout beaucoup plus léger. En revanche, vous vous en doutez bien, on peut adapter sans problème une optique FX sur un boîtier APS-C, qui peut le plus, peut le moins. En revanche, l'inverse posera des problèmes. Chez Canon, c'est bien souvent tout simplement et bonnement impossible, car les montures sont légèrement différentes. On peut donc monter une optique FX sur un boîtier APS-C, mais pas une optique pour petits capteurs. Elle porte le nom de EFS sur un grand. Chez Nikon, ce sera possible, mais vous voyez bien ici sur mon schéma que cela va poser des problèmes physiques cette fois-ci. La totalité du capteur ne pouvant pas être recouverte, eh bien, vous aurez du vignotage dans les angles de vos images. Mais certains boîtiers plein format, comme le mien par exemple, permet un mode DX qui limite la surface du capteur à celle d'un capteur APS-C. Donc c'est faisable dans l'absolu, même si ça n'a pas forcément grand intérêt. Mais en tout cas, ça peut éventuellement vous sauver si vous n'avez qu'une optique DX entre les mains, eh bien vous pourrez prendre des photos avec un plein format. Petit récapitulatif chez Nikon, attention aux optiques qui portent l'inscription DX, elles ne s'adapteront pas forcément au plein format. En revanche, si elles ne portent pas cette inscription, eh bien pas de souci, ça veut dire que vous avez en face de vous une optique FX, et qu'elle pourra donc s'adapter aux deux types de boîtiers. Pensez aussi au long terme si vous avez l'intention plus tard de passer au plein format. Ça peut être une erreur d'investir dans des optiques DX si vous avez l'intention plus tard d'investir dans un appareil photo FX. Vous devrez forcément revoir votre parc optique. Chez Canon, elle porte l'inscription EF pour les pleins formats et EFS pour les capteurs APS-C. Chez Sigma, on retrouvera les fameuses optiques DG pour le plein format et DC pour l'APS-C. Et enfin, chez Tamron, on retrouvera pour le plein format l'inscription DI et pour les APS-C, l'inscription DI2, avec ces deux petites barres juste à côté. Les différentes marques ont aussi trouvé le moyen de différencier les gammes de leurs optiques. Ainsi, chez Nikon, il n'y a pas vraiment de désignation pour les optiques de qualité professionnelle. En revanche, on les distingue en général grâce à un liseré jaune, un petit liseré doré. Par contre, ce sont souvent des optiques qui portent des sigles comme ED, on verra plus loin ce que ça veut dire, et le fameux N, doré, qui arbore très rarement les optiques d'entrée de gamme. En fait, jamais. Voilà. Chez Canon, c'est le liseré rouge, mais il y a aussi une désignation par la lettre L. La série L, quand même à le dire tout canoniste qui se respecte, est souvent associée à la qualité supérieure d'une optique. Mais aussi, chez Nikon, à des prix très importants. Chez Sigma, ils porteront en général les lettres EX. En tout cas, s'il y a marqué EX, c'est que c'est une très bonne optique. Chez Tam, c'est les lettres S et P. On va parler maintenant de la stabilisation. Oui, pour les optiques qui en sont dotées,
eh bien, elles arborent en général les lettres VR pour Vibration Reduction, voilà, j'ai un superbe accent anglais, chez Nikon. Chez Canon, ça sera IS, pour Image Stabilizer. Chez Sigma, ça sera OS aussi pour Optical Stabilizer. Et chez Tamron, ça sera, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, je crois que c'est SP. Non, c'est pas ça. C'est VC pour Vibration Compensation. Voilà. Quand je fais de mémoire, ça marche toujours moins bien. Puis on retrouvera toutes les abréviations en rapport avec la nature des lentilles qui sont utilisées ou le traitement qui leur sont appliqués. On pense notamment au fameux N de chez Nikon, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui veut dire nanocristal, qui permet de réduire considérablement l'aberration chromatique. Attention, il est rarement dans le nom de l'optique, mais on le trouve présent sur l'objectif. C'est ce petit N dans un genre de losange doré. C'est pas tout à fait un losange, c'est un losange allongé doré. Je vous mets ça de toute façon en description. Ou encore l'inscription ED, dans la même marque, bien sûr, toujours chez Nikon, qui veut dire Extra Low Dispersion, pour des lentilles à de très bonne qualité, on va dire en général, etc., etc. On va pas toutes les citer, tellement il y en a, et on peut y passer des heures, puisqu'on peut multiplier ça par 4, puisqu'il y a 4 marques, et que les 4 marques, bien sûr, ne se sont pas accordées sur ces choses. Il y a tout de même une abréviation sur laquelle tout le monde est un peu d'accord, c'est IF, qui veut dire Internal Focusing, il me semble, ou quelque chose du style. En gros, c'est une technologie qui a été inventée pour les optiques macro en règle générale, en tout cas au début, et qui consiste à faire la mise au point à l'intérieur du fût, c'est-à-dire que les lentilles se rapprochent et s'éloignent à l'intérieur de l'optique, comme ça elle ne s'agrandit pas. On comprend pourquoi ça a intéressé les photographes de macro-photographie, pour éviter justement que l'optique se rapproche du sujet. Voilà. Sachez que plus vous avez de sigles en général, et plus vous vous orientez vers une optique de qualité. Pourquoi? Parce que plus il y a de sigles, ça veut dire plus il y a de traitements sur les lentilles, plus il y a de choses, et en général, plus elles coûtent cher. Voilà. Et en général, tout ce qui coûte cher en photo est assez bon, et inversement, tout ce qui est vraiment low cost est assez moyen de manière générale. Il y a quand même des exceptions à ça, on pense notamment aux optiques fixes, etc., etc. Je suppose que j'en ai oublié plein, mais je m'arrête là, il faut bien que je m'arrête quelque part. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo, on parlera, je sais plus de quoi, mais vous verrez bien, c'est une surprise. Je vais quand même faire un tableau récapitulatif de tout ce que je viens de dire, et puis je vais en rajouter quelques-unes. Comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse brutdecapteur@outlook.fr, et puis moi, bien évidemment, je vous renvoie ça dans la foulée, un petit tableau que je vais préparer, donc pour vos soins. Voilà, nous on se dit à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, d'ici là, partageons. Tu peux retrouver les épisodes précédents, et aussi t'abonner.